Oui, je disais que ce qui me touche de cette rencontre aujourd'hui, Isabelle, c'est que je vois tout le travail, toutes les années que tu as mis à être ce que tu es rendu aujourd'hui, tu as 2 centres. Puis ce que tu fais, tu formes des gens qui vont aider les gens à pouvoir se retrouver. Oui. Ça me touche beaucoup. Tu vois, ça m'émotionne. Oui, je vois ton émotion, oui. Tu me dis que tu es enseignante certifiée en PNL, maître enseignante en PNL et aussi en hypnose. Mais je vais te laisser te présenter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis on rentre dans le sujet. Oui, parfait. En fait, pour me présenter, j'aimerais faire comme un petit cadre avant ou une parenthèse. Parce que très souvent, dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, les gens ont besoin de modèles, ont besoin d'exemples, de gens qui ont passé au travers des difficultés, des épreuves. Parce que quand c'est facile, c'est pour tout le monde. Donc, mes titres, c'est une chose, mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas mes titres qui comptent, malgré tout, parce que ça, c'est comme des diplômes, c'est ce qu'on en fait de tout ça. Puis je sais que c'est ça qui touche aussi à travers ça. Donc, c'est pour ça qu'on se rejoint tous, quelque part. Donc là, on est dans un moment important sur Terre. Tout le monde le dit, je suis pas la seule, la Terre bouge, il y a plein d'évolutions, il y a plein... Et moi, depuis déjà plus d'une trentaine d'années, je me pose beaucoup de questions sur tout ça en fait. Et j'ai eu la chance d'être contactée par des aides de lumière, par des guides depuis que je suis enfant, que je suis toute petite, et qui me disaient de me préparer pour des choses, d'apprendre ceci, d'apprendre cela. Puis évidemment, j'ai mon parcours personnel. Moi, j'étais toute petite, puis je demandais d'aider les autres. C'est dans ma nature. Demandais quoi? D'aider les autres. Oui, OK. Bon. Moi, quand j'étais petite, j'allais me coucher, puis une chose que je demandais, c'est « aidez-moi à aider les autres ». Donc, tu vois, ça vient d'il y a très longtemps, tout ça. Et puis après, je me suis dit, quels sont les meilleurs moyens de rejoindre ces gens-là, en sachant aussi que moi-même, je fais mon travail personnel. Parce qu'on a tous notre travail personnel, et tout le temps. Et c'est là que la vie m'a emmenée à découvrir des disciplines, de développer des connaissances qui m'ont été utiles pour moi, mais aussi qui sont utiles pour aider les autres. Et c'est là que j'ai connu la PNL, donc programmation neuro-linguistique, il y a déjà de ça plus d'une trentaine d'années. Et une des raisons pour laquelle la vie m'a emmenée à la PNL, c'est parce que c'est une approche de communication et de changement qui permet aux gens de découvrir comment ils fonctionnent, pas juste dans leur cerveau, mais dans leur être en entier. En d'autres mots, quand je rencontrais des gens, parce que je faisais déjà de l'accompagnement, j'étais très très jeune, j'ai commencé vraiment jeune dans celui-ci, parce que c'était déjà ma mission, c'était mon plan, puis je le savais. Des fois, je rencontrais des gens, puis je me disais, oh mon Dieu, ils s'en vont dans une vie en se créant des problèmes. Ils veulent évoluer, et c'est bien, mais il y a des blocages. Entre ce que le mental veut, puis ce que le cœur veut, des fois, il y a deux mondes. Et j'étais impuissante à cette époque-là. Je voyais des choses, donc je faisais déjà de la clairvoyance, de la médiumnité, je recevais déjà des messages très très jeune. Et je percevais tout ça, puis je me disais, la difficulté qu'on a, c'est comment arrêter des vieux programmes, des vieux schémas, des vieilles façons de faire qu'on a pris de nos ancêtres, de notre enfance, des gens autour de nous, et puis d'en prendre conscience déjà, mais aussi comment les transformer. Donc, je trouvais ça très très bien de voir tout ça, mais j'étais très embêtée parce que je ne savais pas quoi en faire. Et c'est là que la vie a été généreuse pour mettre sur mon chemin des disciplines, des méthodes, des connaissances, des personnes. Et c'est à ce moment-là que la PNL est arrivée dans ma vie, quand j'avais 14 ans. Donc ça fait déjà pas mal longtemps de ça. Et ça a été une révélation. Et c'est après ça que je me suis dit, moi, je veux l'enseigner. Et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'ai fait toutes mes formations sur le plan international pour avoir le titre de maître enseignante, Master Trainer en PNL. Première femme de la francophonie à avoir le titre, ce qui était quand même quelque chose à l'époque. Et mon but à travers ça était de donner des outils aux gens. En d'autres mots, on est chacun isolé, on est chacun chez soi, et de plus en plus avec ce qui se passe dans le monde, une chance on a l'Internet, une chance on peut se parler de cette façon-là, ça c'est vraiment merveilleux. Mais chacun chez nous,
Ben, on s'isole de plus en plus et puis on partage moins les connaissances et les expériences qu'on a, comme on faisait à l'époque avec des groupes. Souvent, à l'époque, il y avait des groupes dans chaque région. On se voyait de temps en temps, on échangeait sur ce qu'on vivait. C'était très informel. J'en avais même moi où je demeurais beaucoup plus au nord, au Québec. On avait ces regroupements réguliers de gens parce qu'on vivait des choses similaires. Et aujourd'hui, ces regroupements-là, ils sont sur le plan international. Parce que tout va vite, tout a évolué, puis c'est comme ça qu'on peut se contacter, comme en parlant maintenant. Et c'est encore mieux pour échanger. Mais ça n'empêche pas qu'on a plein de questions, et moi j'en avais plein à l'époque. Et je me suis dit, première question, c'est comment est-ce que je change mon attitude mentale? Tu sais, ces pensées-là qu'on a, puis on les a tout le temps. J'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. Tout ce discours négatif qui est finalement quelque chose qu'on a encodé depuis des lustres. Et des fois, on ne sait même plus à qui ça appartient, puis on pense que c'est notre langage à nous. Et donc, c'est une petite machine intérieure à création de langage négatif. Puis après, je me disais, OK, j'ai aussi plein de croyances qui me rendent plus service. Tu sais, je crois des choses. Je parlais de moi, mais c'était aussi avec les clients parce que mon développement personnel était aussi important que l'entraide aux clients. Et ça, pour moi, c'est important de le dire aux gens, de garder l'équilibre. Parce que dans la relation d'aide, c'est aussi d'avoir la relation avec soi. C'est commençons par soi-même avant d'aider les autres. Donc, c'est là que je suis allée chercher des disciplines comme la PNL, parce que cette approche-là m'a donné des connaissances et des outils et des techniques pour changer, premièrement, mes attitudes mentales, mes croyances, revisiter mes valeurs, ce qui était important pour moi, apprendre à dire les choses d'une manière élégante ou autrement pour éviter de blesser les gens, parce que tu sais, des fois, on dit des choses, c'est pas pour mal faire, mais c'est la façon qu'on va dire les choses qui va blesser. Et puis ensuite, c'est tout le dialogue qu'on a vis-à-vis de soi-même. Donc, comment changer mon propre discours? OK, parfait. Et puis ensuite, avec mes clients, avec les gens que je côtoyais, c'était dire comment est-ce que je peux aider quelqu'un à ne pas faire arriver ce que moi je percevais que je voyais qui était difficile aussi pour eux, ou qui se préparait quelque chose de difficile, ou même des fois catastrophique. Parce que j'imagine que vous le savez tous, vous l'avez sûrement expérimenté, quand on va voir quelqu'un qui a cette capacité de percevoir dans le futur, par exemple, donc ce qu'on appelle de la prémonition, en fait, on compare avec qu'est-ce que la personne vit aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle est en train de se préparer pour son futur. Et des fois, quand on voit ce que la personne se prépare, on se dit c'est pas ce qui est le meilleur pour son âme, pour son être intérieur. Et pas toujours, parce qu'il y a évidemment le karma, il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais quelquefois, il est possible de mettre en place des changements maintenant pour ne pas faire arriver certaines choses qui ne seraient peut-être pas aidantes dans le futur. Mais pour ça, il faut aussi avoir des prises de conscience et il faut accepter de changer. Donc, moi, la PNL a été un outil extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai eu juste envie de l'enseigner. Et à l'époque, quand j'ai commencé, donc ça fait quand même déjà pas mal longtemps, il n'y avait personne vraiment au niveau francophone, personne, en tout cas ici, qui le faisait dans le type de formation qui me plaisait, que je voulais, qui était en développement personnel, pour le faire aussi en individuel. À l'époque, c'était pas encore très connu comme aujourd'hui le coaching, parce que j'enseigne aussi, je forme aussi des gens en coaching, parce que c'est une discipline que j'aime énormément. Mais c'est ce désir d'accompagner les gens dans le changement, mais pas uniquement dans la difficulté, dans la souffrance, parce que ça c'est plus psychothérapeutique, mais plutôt comment installer des forces, des liens, des ressources, des choses aidantes et stimulantes pour ces gens-là, pour faire en sorte qu'on focalise l'attention un petit peu plus sur ce qu'on veut et un petit peu moins sur ce qu'on ne veut plus, en fait. Parce que la vie est belle, il faut en profiter à travers toutes les difficultés, et on en a tous, et il y a toujours des fluctuations dans la vie, et c'est normal. C'est aussi le sourire que je veux porter aux événements. Quand j'ai le sourire, parce que là je vois un visage en train de sourire, c'est pas juste Bouddha pour moi, c'est voir le côté constructif de la chose, et on appelle ça des recadrages en PNL, malgré toutes les difficultés que les gens peuvent avoir. Et quand on parle de développement de conscience, parce que c'est aussi notre propos aujourd'hui, ben comment est-ce qu'on peut développer notre conscience si on est incohérent? Je vais donner des exemples de ce que j'ai vu tellement souvent. Quelqu'un dire « moi je veux devenir une meilleure personne ». Ça c'est magnifique, c'est mon but à moi aussi. Meilleure personne par rapport à soi. Ok, parfait, ok, super. Et puis quelques heures après, ben, je l'entends crier après ses enfants.
Ou bien quelqu'un me dit, ouais, un tel, il dit qu'il fait une démarche spirituelle, mais je le vois, puis dans sa vie privée, il est enragé, il est toujours en colère, il n'est pas heureux. Donc, très souvent, les gens ont un désir et une volonté d'améliorer et de changer, mais ça ne se manifeste pas exactement de la même manière dans le concret du quotidien. Et des fois, les gens ne se rendent même pas compte de la différence entre leurs souhaits et puis de ce qu'ils vivent. Donc, je vois que tu fais ça, donc tu comprends très bien ce que je veux dire. Donc, moi, ce qui compte pour moi, c'est que les gens soient cohérents. En d'autres mots, walk your talk, en anglais, que les babines suivent les bottines, là, que quand je dis quelque chose, on le fait arriver. Donc, si je désire être une meilleure personne, ben, commençons par aujourd'hui dans mon quotidien, et non pas dire aux gens, je veux être, et j'ai lu tel livre, j'ai appris telle chose, et non pas nécessairement l'utiliser. Donc pour moi, c'est très concret, c'est dans le quotidien, c'est dans le tous les jours, c'est pas uniquement une connaissance, mais c'est un savoir-être, un savoir-faire et quelque chose qui se manifeste dans l'action concrète. Donc, et je dis pas que je suis parfaite, je parle pas de moi en ce moment, tu sais, parce qu'on a tous nos défauts, on a tous nos choses à travailler. Moi, j'aime bien dire aux gens, parce que des fois on me pose la question, Isabelle, après tant d'années de travail sur toi, non, regarde, la poussière, c'est toutes les semaines dans une maison. Donc, elle revient, et la vie est très généreuse, elle nous emmène toujours ce qu'on a besoin pour apprendre. Donc, de toute façon, on a toujours des choses à apprendre. Mais dans cette lignée de dire, OK, je veux me développer, je veux plus méditer, je veux être plus en contact avec moi-même, je veux peut-être me libérer de peur, d'inquiétude, de choses qui m'empêchent d'avancer, parfait. Mais c'est le comment faire, en fait, concrètement parlant. C'est pas juste un souhait. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est du concret pour les gens. C'est ça. Parce qu'on entend souvent des têtes d'affiche, que je vais dire, là, qui on parle, c'est bien beau, mais comment les gens peuvent avoir des outils pour pouvoir comprendre ça puis avancer ou le ressentir. C'est exactement ça. Et c'est aussi ça qui m'a emmené à l'hypnose, qui est une autre discipline que j'adore. Parce que l'hypnose, principalement l'hypnose ericksonienne que j'utilise, permet d'aller dans l'inconscient. Donc là, c'est l'équilibre entre aller dans le mental et aller dans l'intuitif. Et de pouvoir se promener de l'un à l'autre pour avoir le meilleur des deux mondes. En d'autres mots, pour moi, les gens qui sont que en transe ou à l'intérieur, ils perdent quelque chose parce qu'ils ne sont pas là. Tu sais, à un moment donné, on n'est plus présent. Puis être que dans le mental, ben, on perd aussi le côté plus créatif et intuitif. Donc, aller chercher les deux permet justement de revenir à ce qu'on disait, comment aider quelqu'un qui a le désir de s'améliorer et dans le comment je vais faire pour m'améliorer. Donc, prenons un exemple concret. Quelqu'un qui dit moi j'ai lu plein de livres sur la communication et puis arrivé à la maison, ben, elle parle mal à son mari ou elle parle mal à son enfant ou vice-versa. La première chose, c'est une prise de conscience. Et c'est très difficile, ça a l'air facile à dire, mais c'est très difficile parce qu'il n'y a personne qui aime réaliser qu'ils font quelque chose qui n'est pas correct. Tu sais, il faut être humble. Et c'est pas facile d'être humble sur le chemin, de dire oups, ne serait-ce que juste réaliser qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce qu'on veut puis ce qu'on fait. Donc, si je désire avoir plus de compassion pour quelqu'un, ben, les premières personnes à commencer, c'est les membres de ma famille. Ben, c'est là que c'est le plus difficile. Puis c'est les gens qui sont les plus proches. Et on le dit souvent, hein, nos meilleurs enseignants, c'est nos enfants ou nos conjoints. Parce que c'est eux qui nous tapent sur les nerfs le plus. On s'est incarné avec eux autres, pas pour rien. Non, exactement. Donc, quand quelqu'un me dit comment est-ce que je peux avancer spirituellement, la première chose que je dirais, c'est commence à mieux vivre, mieux apprécier ta vie de tous les jours avec les gens proches de toi. Parce que c'est dans cette connexion avec les gens proches de notre monde réel, donc notre famille, nos enfants, nos amis proches. Et quand je dis famille, j'inclus le mari, la femme, mais aussi les parents, hein, tu sais, autour. De commencer à noter, parce qu'on peut le faire par écrit, donc ça c'est un exercice très concret. Noter pendant une semaine, dire qu'est-ce qui s'est passé avec, exemple, mon mari ou ma femme, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vécu et comment je me sens. L'idée en arrière de ça, c'est dire dans quel aspect de cette connexion avec des gens proches qu'il y a des choses qui marchent bien, puis il y a des choses qui marchent moins bien.
Parce que avant de faire un changement, il faut faire un état des lieux. Tu sais, c'est quoi en fait qui fonctionne, puis c'est quoi qui fonctionne pas. Comment t'as dit ça? Avant de faire un changement, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Okay. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne pas, on ne peut pas dire demain matin, je m'améliore sur telle chose. Ah non. Parce qu'en plus, c'est peut-être même pas ça qu'on a besoin. Par exemple, je dis, je vais acheter du riz. Oui, mais est-ce que tu as regardé si t'en restait? Donc, on n'ira pas changer ou on n'ira pas chercher quelque chose si c'est ça qu'on a déjà en quantité. Ouais. Autant commencer parce qu'on a moins pour équilibrer un petit peu. Donc, ça ne me donne rien d'avoir 10 kilos de riz à la maison si je n'ai pas de pâtes, là, tu comprends? Donc, commencer à dire cette semaine, concrètement parlant, cette semaine, elle est comment la relation avec mon fils? Je me sens comment là-dedans? C'est kinesthésique, c'est du ressenti. J'ai pas été contente de moi parce qu'il est revenu avec les notes de l'école. Et puis j'ai eu un pincement au cœur parce que je me suis dit qu'il pourrait faire mieux. Puis je lui ai dit, puis il a été déçu, puis il s'est senti mal. Puis moi, je me suis senti mal après. Puis je dis, moi, j'aurais pas dû. Puis... Donc, de faire ça pour tous les aspects de notre vie. Et ensuite, de regarder au bout d'une semaine, qu'est-ce qui est similaire? C'est-à-dire, c'est quoi l'émotion ou le sentiment qui est revenu le plus souvent? Ça peut être le bonheur, ça peut être la joie, ça peut être le fait d'être vivant, ça peut être de l'amour, ça peut être de la compassion, ça c'est dans les aspects positifs, parce qu'il faut aussi regarder les aspects positifs, pas juste ce qui ne fonctionne pas. Mettons que ça aide un petit peu, là. Oui, parce que sinon on se déprime. Mais ça, on respire plus, non, là. sinon on dit, ben là, je serais mieux de l'autre côté, parce que ici c'est trop difficile. Donc il y a plein de choses positives dans nos relations avec les gens qu'on aime autour de nous. Mais il y a tout cet volet après dire, ah oui, c'est vrai. Cette semaine, j'ai dit oui à un tel, puis j'ai fait telle chose, puis dans le fond, j'avais juste pas envie d'y aller. Puis je me suis pas respectée. Puis j'ai pas été capable de dire non, puis je m'en veux. Donc, ok, coché. J'ai à travailler là-dessus. Et ensuite, on se fait un plan d'action. Donc, on dit, ok. Donc là, je sais que, exemple, une de mes difficultés, c'est quand quelqu'un que j'aime fait quelque chose que je trouve qui n'est pas bon, comme par exemple mon fils n'a pas bien réussi à son examen, je le prends personnel. Puis là, aller vérifier, d'accord, on prend une réflexion là-dessus. Ok, je le prends personnel. Ça vient d'où cette affaire-là? Comment ça se fait que je le prends personnel? Ben, je peux le prendre personnel parce que mon fils, c'est mon image. Si lui, il montre aux gens qu'il n'est pas bon, je peux sentir que dans le fond, c'est moi qui est jugée comme étant pas une bonne mère. Parce que j'aurais dû faire en sorte qu'il réussisse, tu vois. Donc là, on a à prendre l'autonomie, le discernement et la séparation pour garder chacun notre identité. Mais avant de savoir sur quoi travailler, je reviens là-dessus, il faut comprendre c'est quoi la situation. Donc là, la situation, ça serait par exemple que j'arrête de moi me sentir mal quand les gens autour de moi disent ou font des choses que j'ai l'impression qu'ils risquent d'être jugés par les personnes autour. Je pense à un client que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui me disait que son compagnon de vie faisait des choses devant des amis qui le gênaient. Et puis il dit, mon Dieu, je ne sais pas trop. Puis je lui dis, c'est quoi ton inquiétude? Et il me dit, en fait, j'ai l'inquiétude que mes amis ne veulent plus nous voir. Parce qu'il dit des choses qui me gênent. J'ai dit, ok, parfait. Donc, en fait, tu fais quoi dans des situations comme ça? Mais il dit, là, je me sens tellement mal que je l'engueule, puis que, tu sais, c'est quoi? Puis arrête, puis dis pas ci, puis dis pas ça. Puis j'ai dit, tu te sens comment? Ben, il dit, je me sens tellement mal. Puis j'ai dit, est-ce que ça t'aide à voir tes amis? Ben non, j'ai plus envie d'y aller parce que je suis inquiet. Donc, comment changer le comportement dans des cas comme ça? Et juste laisser l'autre être qui il est. Et les amis ont le discernement de dire je veux le voir ou je veux pas le voir. Puis s'ils veulent pas le voir, ça veut pas dire qu'ils veulent pas te voir toi, tu sais. Maintenant, il faut que tu acceptes qu'il y a une possibilité que les amis vont dire qu'ils veulent pas le voir. Mais peut-être qu'ils vont être contents de le voir. En plus, les amis peuvent lui dire que ça le dérange. C'est pas toi qui es porteur de tout le changement de la personne avec qui tu vis. Laisse les autres faire leur job aussi et lui dire. Donc, l'expérimentation vient de la réalisation qu'on dit ou on vit des choses qui ne nous plaisent plus ou qui ne nous plaisent pas. Donc, comme par exemple, si c'est dans ma semaine, j'ai dit, ouais, cette semaine, je me suis manqué de respect. J'avais vraiment pas envie de faire quelque chose, puis j'ai pas été capable de dire non, puis je m'en veux parce que dans le fond, j'ai boudé toute la journée, j'ai pas été agréable,
Et puis, ça j'aurais été mieux de rester à la maison, me serais reposée plus, puis au moins, ils n'auraient pas été embêtés. OK, parfait. Donc là, j'ai à apprendre quoi de ça? Ben, j'ai à apprendre à dire non. Parfait. Question suivante, j'ai besoin de quoi pour être capable de dire non? Question importante. Et puis, de commencer à regarder les gens que je connais autour de moi qui sont capables de dire non, ils font comment? Ça, c'est ce qu'on appelle un processus de modélisation en PNL. C'est-à-dire qu'on ne vit pas seul, et je parle sur Terre, et il y a beaucoup de gens autour de nous qui savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Mais pourquoi on ne leur demanderait pas? Tu sais, toi, tu es capable de dire non. Quand ta mère, là, elle est malade, puis elle veut que tu ailles l'aider, et puis que toi, tu n'as pas envie d'y aller, ben, tu fais comment pour lui dire non, j'y vais pas? Alors que tu es son fils, puis tu te sens mal à l'aise, tu peux même te sentir coupable, dire il faudrait que j'y aille. Donc, quand on pose la question à plusieurs personnes, pas juste une, parce que ça serait juste un modèle, mais à plusieurs personnes, après ça, l'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux m'approprier? Qu'est-ce qui serait correct par rapport à qui moi je suis? Comme si par exemple une des personnes me dit, ben moi, la façon que j'ai réussi à dire plus non, à accepter de dire plus non à quelqu'un, par exemple, c'est je le reporte dans le temps. Je dis à la personne, écoute, j'aimerais beaucoup, exemple, aller manger avec toi ce soir, mais je suis vraiment trop fatiguée, mais j'aimerais ça qu'on replanifie tout de suite une autre date. Ah, j'avais même pas pensé à faire ça, tu sais. Peut-être que je pourrais la prochaine fois l'expérimenter, le tester, cette façon de faire-là. Ou bien quelqu'un d'autre me dit, mais moi, la façon que je suis capable de dire non à quelqu'un, c'est dire carrément, écoute, quelque part en dedans de moi, ça ne me correspond pas, puis ça ne me va pas, cette activité-là. Tu sais, je vais m'ennuyer, puis je risque d'être désagréable. Puis je veux t'éviter ça, et je veux me l'éviter à moi aussi. Ah, on a le droit de dire ça? Es-tu en train de dire que je pourrais dire ça à quelqu'un, que j'aime pas ça, puis que ça me tente pas d'y aller? My God! Et puis qu'il partira pas en courant, puis qu'on va continuer à se voir dans le reste de notre vie, voilà. Ou pas. Ou pas. Donc, pour être dans le concret, ce que j'ai beaucoup appris à travers les expériences de PNL, à travers cette modélisation, c'est de demander aux gens qu'on connaît, aux amis et tout, de ne pas rester isolé, je reviens toujours à ça, ou au groupe. Toi, tu fais comment? Parce que sur Terre, on est là pour s'entraider. Communiquer. Communiquer. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui a appris ou qui fait quelque chose qui pourrait nous être utile. Bon, après, par contre, il faut se l'approprier, dans le sens que, OK, là, il m'a dit, tu diras que la prochaine fois, tu peux pas tout de suite, mais tu replaces dans le temps, OK? Puis là, la personne arrive, vient pour lui dire non, puis dans le fond, en dedans, ça me dit, ben non, j'ai pas envie de le mettre dans le temps. Tu sais, en réalité, j'ai juste pas envie d'y aller dans une semaine. J'ai pas envie d'y aller du tout. OK. Mais là, on est arrivé à la deuxième option. Ouais. L'autre personne m'a dit que je peux peut-être dire que ça me tente pas parce que c'est pas une activité que j'aime. Je le sens pas, exactement. Et puis apprendre à se sentir mal à l'aise au début de le dire, mais en le disant, tu sais, je suis mal à l'aise de te le dire, ça me fait tout bizarre de te le dire, mais en fait, j'ai juste pas envie parce que je le sens pas, parce que ça me convient pas, parce que c'est pas moi. C'est plus juste. C'est plus juste. C'est plus juste que de le reporter dans le temps. Exactement. Parce que de le reporter dans le temps, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai que là, elle file pas bien? C'est pas comme des gens me disaient, ben moi, quand un gars me demande, j'ai dit j'ai mal à la tête. Mais as-tu vraiment mal à la tête? Oui. Non, mais elle dit. Mais je dis ça pour m'en débarrasser. Mais je dis, regarde, ça te donne quoi, là? C'est bien mieux de dire tout de suite que tu ne pas bien là-dedans, puis ça ne t'intéresse pas, c'est tout. Oui. Ouais, mais il va se choquer. Ah oui, mais ça ne t'appartient pas, ça. C'est sûr que c'est compliqué, hein, la communication, puis on n'est pas habitué à ça, puis des fois, on a peur des conséquences. Comme là, j'ai eu peur qu'il soit choqué. Parce que c'est pas le fait qu'il soit choqué qui est le problème, c'est le fait de comment je vais le prendre. Comment moi, je vais le vivre. Est-ce que je suis capable de vivre avec quelqu'un qui est choqué? Est-ce que je suis capable de prendre le fait que j'ai provoqué ou j'ai choqué quelqu'un? C'est tout ça en arrière. Et ça fait partie de l'apprentissage de l'être humain, c'est la beauté de la chose. Okay? Donc, moi, j'aime bien l'idée de dire, OK, faisons une vérification de comment je vis, et puis qu'est-ce qui me plaît, puis qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma vie. Pas pour me taper dessus, parce que ça, c'est tellement facile, mais plutôt dans le sens de m'améliorer.
Okay? Et dire, OK, vous savez, tu sais, une fois par année, on fait le fameux plan, le match, là, cette année, je change tout dans ma vie. C'est mon Dieu, c'est énorme. Là. Est-ce qu'on peut commencer par une chose? C'est une petite chose. Ça n'a pas d'importance que ce soit une grosse chose ou une petite chose. C'est pour ça que moi, j'aime bien les petites choses. Parce que la petite chose, si elle est bien changée, va avoir un impact sur beaucoup d'autres choses autour. Donc, on appelle ça dans les techniques de changement le 5%. On fait juste un petit changement, mais qui, avec le temps, va générer des gros changements. Moi, j'aime ça. C'est pas que je suis paresseuse de nature, au contraire, mais j'aime l'efficacité. Tu sais, en faire moins, mais en faire mieux. En faire moins, puis en faire mieux. Surtout quand on veut changer, travailler sur soi, il y a tellement de pistes, il y a tellement de choses à faire. Donc, j'y vais par thème. Comme par exemple, là, cette semaine, dans la semaine, j'ai vu qu'il fallait que j'apprenne à dire non. OK, parfait. Donc, je me donne un mois. C'est de la pratique, là. Il faut pratiquer. Parce que sinon, c'est juste, j'observe que je ne sais pas comment dire. Non. OK, parfait. Donc là, il faut que je teste. La vie est généreuse. Habituellement, quand on a des choses à apprendre, elle s'organise pour nous donner des expériences. Elle nous en envoie pas mal. Donc, si je dis cette semaine, je vais tester le fait de dire non, j'ai même pas besoin de le dire, ça va arriver. Et il va arriver plein d'événements où je vais avoir à m'affirmer et à dire je peux pas ou je veux pas. Je peux pas ou je veux pas. Parce que des fois, on peut pas, et c'est là qu'on peut reporter pour toutes sortes de raisons, mais des fois, on ne veut pas, c'est pas notre désir, c'est pas notre volonté, ça nous convient pas. Et puis, c'est important de le dire d'une manière, encore une fois, entre guillemets, élégante, pour pas que les gens aient des réactions énormes. Mais comme tu l'as si bien dit, on n'est pas responsable de comment les autres vont le prendre, mais on est responsable de la manière dont on le dit. Ouais. Et puis pour nous, évidemment, comment nous, on va vivre notre expérience, et parce qu'on vit avec nous-mêmes par la suite aussi. Donc, c'est le moment de dire, je veux devenir une meilleure personne, parce que dans notre développement spirituel, c'est comme ma vision de dire, oui, je veux être une personne, et puis d'aller plus en méditation, ou en contemplation, ou en relaxation, peu importe. Pour moi, tout ça, c'est des mots qui veulent rien dire, tant et aussi longtemps qu'on ne le démontre pas dans notre vie et par des gestes concrets que l'on va faire pour les gens principalement autour de nous. Oui. Maintenant, encore une fois, c'est facile à dire, mais c'est le plus compliqué de le faire pour les gens autour de nous. Le plus simple, c'est d'aider quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que cette personne-là, nous, on est dans une démarche, on est professionnel, on a une casquette de professionnel. Et dans cette casquette de professionnel, on l'est, mais on est moins touché parce que les autres vivent, parce que c'est pas dans notre quotidien. C'est pour ça que je disais que pour moi, la preuve ultime, le test réel de notre vrai développement spirituel, c'est dans notre vie avec les gens près de nous. Maintenant, ceci étant dit, encore une fois, il y a tellement de choses sur Terre, des conflits avec nos parents, avec nos frères ou nos sœurs. Et là aussi, on a des fois à apprendre à se positionner, à voir certaines personnes moins souvent pour se protéger, à apprendre à leur dire ou à ne pas dire certaines choses. Et je reviens à une chose importante qui est l'authenticité. C'est parce qu'on parle beaucoup être authentique. Moi, j'adore ça, être authentique. Pouvoir être la personne que je veux vraiment être, c'est merveilleux. Maintenant, dans la vie de tous les jours, et je sais que tu sais pour l'avoir vécu aussi, on peut être authentique, mais authentique dans un secteur ou dans une activité particulière, mais pas toujours authentique sur tous les aspects en même temps. En d'autres mots, selon les personnes qu'on côtoie ou qu'on rencontre, on peut avoir un contact du cœur et être dans l'authenticité de l'instant, mais ça ne veut pas dire que je vais raconter à cette personne toute mon authenticité de tous les autres aspects de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas authentique. Ça veut juste dire que je vais privilégier une partie de qui je suis dans un échange donné. Donc, je dis ça parce que beaucoup de gens qui sont en développement, et je l'entends souvent dire il faut que je dise tout, il faut que je commence à voir tout, à tout dire, à tout le monde. Non, c'est pas ça du tout. Là, tu vas t'attirer des foudres, des ennemis, des gens qui ne pourront pas te comprendre, tu vas être déçu, tu vas être frustré. C'est pas le but. Le but, c'est de développer la capacité d'être authentique dans la capacité de l'autre de le prendre au moment où on est avec eux. Moi, j'appelle ça de discerner les niveaux de chaque personne. Il y a des milliards de niveaux de conscience. Oui. On ne sait pas ce que l'autre personne est rendue aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, tu appelles ça l'authenticité, oui. C'est
d'être là, à être attentif Oui. à ce que l'autre, ou ce qui est, là, puis moi aussi en même temps, là, tu sais. Exactement. Ouais. Oui, parce qu'il est authentique pour soi, c'est pas juste pour les autres, c'est Ouais. pour soi-même. Mm. Maintenant, à travers ça, des fois, ce qui est difficile, et je l'ai entendu souvent, et je l'ai même vécu aussi, donc c'est pour ça que je peux bien en parler, c'est ce désir que l'on a en tant qu'être humain, qui est totalement normal, de pouvoir être soi-même à volonté. Tu sais, de ne pas être obligé de mettre des masques, ou de se cacher, comment être capable de plus en plus de dire, parce que c'est toujours par la communication verbale et non verbale, hein, parce que le non-verbal est très parlant aussi, Ouais. mais comment est-ce qu'on peut, à travers la communication, dire des choses, et la plupart du temps, des choses difficiles à dire. Quand c'est facile à dire, il n'y a pas de problème, mais c'est quand c'est difficile à dire. Et c'est là qu'on découvre finalement nos plus grandes forces. Et la fierté. Tu sais, la fierté, c'est pas négatif pour moi. C'est cette capacité de dire j'ai avancé, de pouvoir mesurer notre cheminement et notre évolution aussi, et dire j'étais là et là je suis là. J'ai été capable de le dire. Ça n'a pas été facile, mais je suis fière de l'avoir dit. Je suis contente de l'avoir dit. D'être bon pour soi-même. Exactement. Exactement. Parce que sinon, je m'en veux, encore une fois, j'ai été lâche, j'aurais dû, ça n'a pas d'allure, mais qu'est-ce que je fais? Parce que ça, c'est facile à faire. Et pour éviter d'être dans cette réflexion, j'aurais dû, il aurait fallu, c'est là l'idée de faire son plan. Et de dire, ben, cette semaine, je vais travailler sur quoi? T'sais? Juste se donner une intention, une direction. J'ai pas besoin d'y penser toutes les 20 minutes, là. Mais une direction. Okay, cette semaine, c'est, par exemple, je reviens à ça, ma capacité de dire non. OK, parfait. Maintenant, moi, j'aime bien voir les polarités. C'est-à-dire que si, par exemple, un client me dit, je veux apprendre à dire non, je vais lui dire parfait, mais ça veut dire qu'il faut aussi que tu apprennes à dire oui. Pour moi, un ne va pas sans l'autre. C'est les deux de la main. Explique-moi ça. Oui. Alors, si par exemple tu dis non cette semaine à aller à souper chez des amis, puis tu leur dis j'aimerais bien mais je suis trop fatiguée, est-ce qu'on peut le reporter dans un mois? Exemple. Ok, parfait, tu as réussi à dire non. Mais ça veut dire que tu as dit oui à quoi? Ben, j'ai dit oui à me reposer, j'ai dit oui à penser à moi, j'ai dit oui à m'écouter. Tu comprends? Ouais. Donc, si on dit non, c'est qu'on dit oui à autre chose. Mon cerveau, Ouais. je l'avais pas vu ce côté. J'avais pas vu, oui, mais je l'avais pas vu comme tu le dis, là, mais c'est ça. Quand tu dis non, il faut que tu te regardes en dedans et dire qu'est-ce que j'ai été chercher de moi là-dedans, de me sentir bien, de se l'avouer, puis de s'aimer là-dedans, de s'accueillir. C'est exactement ça. Ok, je comprends là. Ouais. Donc pour moi, si je dis non, c'est que j'ai aussi à dire oui. Et si je dis oui, ben je dis non à autre chose. Si je dis oui à sortir avec des amis ce soir, ben je dis peut-être non à un autre ami ou à une autre relation ou à autre chose. Ouais. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est l'équilibre qui est le plus important. L'équilibre des deux. Donc si c'est par exemple, là je reviens à l'histoire de mon garçon que je disais, c'est un exemple que je donne. Donc j'ai pris sur moi le fait que mon fils a mal réussi son examen et puis je suis pas contente. Donc, au lieu de l'aider à ce qu'il réussisse mieux la prochaine fois, je suis dans le pauvre de moi, je suis une mauvaise mère. Tu sais? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour changer? On revient toujours à ça. Okay. Qu'est-ce que ça a touché chez moi? Alors là, ça a pu toucher plein de choses. Je peux faire mon travail personnel, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Tu sais, ok, ma mère était peut-être pas une aussi bonne mère que j'aurais voulu. Je veux pas faire comme elle. Donc là, je me mets une pression. Programmation, ça. C'est des programmations, exactement. Puis on en a des tonnes de programmations. Ou c'est, ma mère a été une très bonne mère, mais les gens autour de moi me mettent de la pression. Et ils me disent, les femmes aujourd'hui doivent être plus à la maison, s'occuper plus de ses enfants. C'est aussi de la programmation, mais de la programmation sociale. Mais on est dans le même type de choses. Ça me met une pression. En fait, c'est moi qui me la mets, on s'entend là-dessus. Mais c'est moi qui me mets une pression parce que j'entends, parce que le regard de l'autre, parce que la société, parce que ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc, à un moment donné, c'est wow! Wow! Et moi, là-dedans. Ouais. Je pense que tout le monde commence là, à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, c'est OK, ça va faire, là. Oui. Que ce soit dans ce que tu dis ou dans la maladie, ou à un moment donné,
J'entends ça souvent. Hein. Oui. Oh, ça va faire. Ah, ça va faire. Il faut OK. se poser. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, c'est ça, ça suffit. À un moment donné, c'est wow. Moi, je dis que quand on a cette prise de conscience-là, parce que ça, c'est une superbe prise de conscience, Ouais. c'est le début d'un beau changement. Maintenant, après ça, il faut arrêter puis dire, OK, je fais quoi? Je reviens toujours dans le faire, c'est pas juste dans la pensée. C'est je fais quoi? Donc, si je me réalise que j'ai eu plein de programmations pour être la meilleure mère au monde, mais qu'en fait, c'est pas ça du tout qui se produit, la meilleure mère au monde, elle ferait quoi? Et là, c'est dans le sens positif du terme, par rapport à son enfant qui vient d'avoir une mauvaise note à l'examen. Ben, au lieu de lui sauter dessus, elle lui poserait peut-être des questions pour savoir qu'est-ce qui lui a manqué ou qu'est-ce qu'il aurait besoin pour que ce soit différent et est-ce qu'il a la capacité. Parce que sinon... Discerner ça aussi. Oui, parce qu'on peut demander à un jeune de réussir un examen, mais c'est pas sa force. Et puis ça aussi, il faut l'accepter. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes forces. C'est un gros problème dans l'éducation, ça. Oui, parce qu'on projette beaucoup de choses sur les enfants, Ouais. notre futur. Je me souviens d'une fois, c'était avec une cliente, ça a été toute une révélation pour elle. C'est qu'à un moment donné, sa jeune fille, qui avait une trentaine d'années quand même, elle a perdu son emploi. Et là, elle a commencé à se sentir tellement mal parce que dans sa tête, elle anticipait et elle disait, elle va revenir à la maison. Elle n'arrivera plus à payer son loyer. Son mari ne voudra plus sortir avec elle, être avec elle. Ses enfants, ça va être difficile. Elle se faisait un scénario pas possible qu'elle projetait dans le temps. Tout ça basé sur le fait de, comme elle n'a pas eu autant d'études qu'elle aurait pu en avoir, ou même si elle a réussi, c'est moi qui vais être obligée de payer le restant de ma vie pour elle. Au lieu d'être dans l'acceptation que ma fille va se débrouiller, c'est chacun sa vie. Mais elle avait pris sur elle le futur et l'inquiétude. Donc dans des cas comme ça, ce qu'elle avait surtout besoin, c'est d'être capable de gérer la vision et la confiance. Pas uniquement confiance en elle-même, mais confiance en sa fille. Que sa fille peut avoir aussi les ressources pour générer sa vie. Puis une des questions, c'est, exemple à cette femme-là, et toi, dans les moments difficiles de ta vie, tu t'en es sortie finalement, la preuve, tu es une survivante, tu sais. Donc c'est notre capacité de résilience. On a tous cette capacité, plus ou moins grande, de sortir de situations difficiles. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en tant qu'être humain, on a beaucoup plus de solutions et de forces en dedans de nous qu'on veut nous laisser imaginer. Et c'est facile de nous dire « tu n'y arriveras jamais ». Ça, on l'entend tout le temps. Mais la plupart des gens qui nous disent ça, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas la croyance qu'ils vont y arriver. Donc, ils nous emmènent dans une descente plutôt que nous encourager vers une montée. Donc, revenons à nous. C'est dans ce sens-là que, wow, tu sais, c'est « my God ». Pourquoi prendre sur nos épaules tout ce qui ne nous appartient pas? C'est dans ce sens-là. Mais c'est tellement facile à faire. Tellement facile à faire. Et puis, on nous apprend dès qu'on est jeune à faire ça. Que si on ne le fait pas, c'est pas correct, que c'est pas normal, on n'est pas responsable, on n'est pas une bonne personne, on n'est pas ceci. Alors, il y a tellement de programmes, comme tu disais, et de jugements qui nous empêchent d'aller dans l'essentiel, qui est je veux ou je veux pas, ou ça me plaît ou ça me plaît pas, et puis sans se sentir mal à l'aise ou coupable ou en colère. Et tout ça est aussi dans comment l'autre va le prendre. Parce que tout à l'heure, tu disais, on n'est pas responsable de comment l'autre va le vivre. C'est sûr. Parce que, en fait, nous, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on le dit avec une certaine intention. Mais la personne le reçoit selon son expérience et ses propres filtres. Et des fois, on va dire quelque chose à quelqu'un, on dit, mon Dieu, mais tu as une réaction exagérée. J'ai jamais voulu te dire ça. Mais en fait, c'est parce que la personne, elle l'a entendu dans une souffrance ou dans un blocage ou dans quelque chose de non résolu ou dans une inquiétude qui n'a aucun rapport avec la personne qui l'a dit, mais qui a définitivement un lien parce qu'il y a une résonance avec ce que la personne a déjà vécu. C'est drôle ce que tu dis. Ça me fait penser à des gens qui, des fois, des amis qui m'appellent, me disent « Ah, ma fille m'a dit telle affaire, tout ça. » Puis là, la personne, elle se sent coupable. Ouais. Je dis « Ah ouais? T'es sûr que ta fille t'a parlé? » Elle dit, ben oui, elle dit, j'ai dû parler. Non, elle dit, elle ne s'adressait pas à toi, là. Elle parlait d'elle, de ses inquiétudes, puis elle rejetait sur tes épaules, mais toi, elle t'a donné que tu n'es pas consciente de ça. Ben, tu t'en es senti coupable, puis tu portes ça sur ton dos. Tu le portes sur toi, exactement. Le jour que tu vas comprendre que la personne qui est en avant de toi se parle, et elle parle d'elle, et bien elle se parle à elle,
tu vas arrêter là, de te sentir coupable. Puis de prendre des choses personnelles. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas facile quand c'est des gens proches de nous. On revient toujours à notre petit réseau, tu sais. Ouais. Mais c'est de la pratique. Oui, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Quelqu'un qui pratique ça, oui. vient à un moment donné où c'est instantané. Moi, ça fait une dizaine d'années que je pratique juste ce petit bout-là. Oui. Puis aujourd'hui, je le sais, j'écoute une personne parler, je sais qu'il ne me parle pas. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'exprimer pour s'entendre, pour être capable, eux, de comprendre. C'est intéressant de savoir ça parce que des fois, il y a des gens qui vont le faire dans leur tête, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prendre une décision tant aussi longtemps qu'ils n'en ont pas parlé à quelqu'un. Et très souvent, ils n'écouteront même pas ce que l'autre a à dire. Tu sais, c'est dans le même sens que tu dis, ils ont besoin juste de le dire. Écoute-moi. C'est juste le écoute. C'est pas fait quoi que ce soit avec, c'est même pas donne même pas ton opinion à la limite, mais j'ai juste besoin de l'entendre et de l'entendre avec quelqu'un. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Et puis c'est pour ça aussi, tu l'as très bien dit, qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser. Bon, c'est facile à dire, moins facile à faire, mais ça s'apprend. C'est ça, c'est des trucs. C'est ça, ce sont des trucs. J'avais dit à quelqu'un à un moment donné, qui était un peu embourbé avec ces affaires-là, écoute, tu travailles dans le public, OK? Dans le midi, tu manges avec du monde avec qui tu travailles. J'ai dit, retire-toi un petit peu, puis j'ai dit, pendant une semaine, fais juste les écouter. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne qui parle à personne. Tout le monde se parle à eux-mêmes. La majorité du temps, 95% du temps, c'est la même. 3 semaines après, la personne est revenue, mais elle m'a dit, ben, t'avais bien raison. On m'a mis à l'écouter. Mais oui, mais c'est un truc, c'est un bon outil pour arrêter de se culpabiliser, puis de laisser la personne en avant de nous s'exprimer et dire, ben, OK, tu le vis de même, toi. Oui, c'est ça, c'est de ramener l'expérience de l'autre à sa propre expérience. Qui n'est pas toujours la même que la nôtre. En PNL, on a un bel exercice pour ça qui s'appelle les positions de perception. Où ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait un mouvement de soi. Donc, à un moment donné, on dit, OK, moi, comment je vis l'expérience? Moi, dans mes souliers, à moi, dans ma peau, à moi. Maintenant, quand il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, j'enlève ça, puis je vais même physiquement, spatialement dans un autre endroit, et je me dis, OK, maintenant, je suis l'autre personne. Dans les yeux de l'autre personne, je vis ça comment? Et ça, c'est extrêmement aidant. Premièrement, parce que ça nous dissocie. On a une autre perspective. Et c'est tellement aidant pour mieux comprendre pourquoi les gens vivent ça ou pourquoi les gens ont dit ça. Parce que c'est dans leurs yeux à eux, c'est dans leur monde, dans leur façon de penser. Et puis, on rajoute un troisième espace qui est un observateur, très souvent, ou quelqu'un d'autre du système, donc, mais qui n'est pas impliqué là-dedans. Et puis, si j'étais un tel, puis que je verrais ça comme ça, j'en dirais quoi, en fait, de la situation? Ça, c'est très, très aidant pour désamorcer des situations des fois difficiles, où on ne sait pas trop pourquoi l'autre veut ci ou veut ça, où on sait vraiment. Je me souviens d'une fois, j'avais une cliente, elle était tellement déçue, la pauvre. Elle dit, hier, c'était mon anniversaire, puis mon mari, pour mon anniversaire, il m'a acheté un cadeau. OK, jusque-là, pas pire. Puis c'était quoi le cadeau? Elle dit, c'est un bon d'achat. Puis elle était choquée. Un certificat cadeau. Puis elle était vraiment choquée. Donc là, les gens vont dire, ouais, pourquoi choquée? Ben, c'est chacun notre perception, c'est notre modèle du monde, notre représentation. Donc je lui dis, mais c'est quoi qui t'a choqué là-dedans? Elle dit, il n'a même pas pensé à m'acheter quelque chose où il a réfléchi à ce que je voulais. Donc là, après ça, je lui demande, mets-toi dans ses souliers à lui. Donc, c'est l'exercice des positions de perception. Si tu étais ton mari, là, tu deviens lui, là, il s'appelle comment? OK, Roger. Roger, ta femme n'est pas contente parce que pour son anniversaire, tu voulais lui faire plaisir, mais tu as acheté un cadeau, puis le cadeau, c'est un bon d'achat. Puis elle n'arrive pas à comprendre. Donc, toi, là, tu as acheté ça pourquoi, en fait? Et là, il a dit ceci. Il a dit, ben, c'est parce que je voulais être sûre qu'elle achète vraiment ce qu'elle aime. Donc, c'est la cliente elle-même qui a dit ça, parce qu'elle faisait le jeu. Et là, elle a eu une révélation, elle a commencé à se calmer. Puis elle a dit, ben oui, je comprends pourquoi il a fait ça maintenant. Donc, autant pas prendre ce qui nous appartient, mais autant des fois se positionner pour dire, comment est-ce que l'autre peut même penser pour arriver à cette conclusion-là? Si mon mari ou ma femme m'ont dit quelque chose de blessant, ben c'est quoi qui se passe en dedans d'eux qui fait qu'il m'a dit ça?
Même s'il parle d'eux, ok, peut-être, mais il me l'a dit à moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est quoi qui a été le déclencheur de tout ça pour que je puisse revenir après et puis en parler? Il y a pas longtemps de ça, j'avais une cliente dans une formation. Elle faisait justement cet exercice des positions de perception parce qu'elle avait un conflit avec une collègue au travail. Et le conflit était ceci, l'autre personne était très négative et elle était juste pas capable, ça l'épuisait de toujours parler puis de contrer le côté négatif de cette personne-là. Et à un moment donné, quand elle a fait cet exercice, se mettre dans la peau de l'autre puis aller dans l'observateur, à un moment donné, elle a eu un flash et elle a dit « Ah, c'est la relation avec ma sœur ». Elle faisait un transfert, mais sans s'en rendre compte. En faisant l'exercice de se mettre dans les souliers de l'autre, elle a entendu de l'autre des choses qui l'a aidé à comprendre qu'elle, quand elle était petite, elle vivait la même chose avec sa sœur et que ce n'était pas résolu et qu'en fait, elle avait un conflit avec cette personne au travail qui était soi-disant négative pour qu'elle-même apprenne à libérer des vieilles affaires familiales qui n'étaient pas réglées. Donc, il y a plein de choses qui vont nous réactiver quand les gens vont dire des choses. Des fois, ça va nous choquer ou nous blesser, mais ce n'est pas toujours ce qu'ils disent. C'est surtout et avant tout, très souvent, la résonance qu'il y a à l'intérieur de nous pour quelque chose qui n'est pas entièrement... le mot résolu est juste, là, pas entièrement réglé. Ça arrive assez souvent. Assez souvent, en fait. Ça s'appelle ça une conclusion d'une expérience vécue. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un avec une expérience, puis il a conclu que c'était comme ça. C'est ça, mais pas nécessairement, des fois c'est autre chose. C'est ça, des fois c'est autre chose. Il s'est comme programmé que c'était vraiment ça. Oui. Donc, il va faire sa vie en fonction de ça. Oui. Des fois, je disais à des gens, pourquoi tu penses que le médecin est médecin? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Pourquoi il a choisi ça? Il a choisi ça par hasard, là? Ça y est venu comme ça. Et peut-être parce qu'il est malade lui-même, malade dans le sens, peut-être pas physique, mais il a peut-être vu jeune quelqu'un... Oui, il y a un membre de la famille malade en disant un jour je vais te soigner. Exact. Oui, c'est ça qui est magnifique, parce que autant les programmations peuvent être négatives, autant elles peuvent être tellement aidantes. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait des choix de vie, basés bien sûr sur tous ces programmes-là, mais il y a des programmes magnifiques. Et si je vois quelqu'un qui est souffrant, et je dis un jour, papa ou grand-maman, je trouverai un moyen de vous aider, puis je deviens un chercheur, puis je découvre un médicament qui va soigner les gens, my God, c'est tant mieux pour l'humanité. Mais c'est vrai aussi avec des aspects négatifs, c'est ça. C'est autant pour les belles choses que les choses moins belles. C'est vraiment des deux côtés. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ces expériences-là, de se poser la question. Donc, je reviens dans le concret, dire, OK, j'ai ça qui se passe dans ma vie. Et la première étape, donc, c'est cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est aussi une prise de conscience dans l'analyse, mais pas une analyse que mentale, mais aller vérifier qu'est-ce qui se passe en dedans. Comme par exemple, donc, une des premières questions à se poser s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est-à-dire, ramenons ça à se responsabiliser. Au lieu de dire qu'est-ce que l'autre a fait, ou la plupart du temps qu'est-ce que l'autre n'a pas fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait sans m'en rendre compte, parce que la plupart du temps on ne s'en rend pas compte, qui fait que là j'en suis rendue à cette expérience-là. Donc c'est une compréhension pour ne pas revivre les mêmes choses. Parce que la vie, elle aussi, est super gentille. Hein? Si on ne l'a pas bien appris une fois, elle ramène une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc au lieu de le faire 5 fois, commençons tout de suite. OK, il y a ça cette semaine qui m'a perturbée. Qu'est-ce que j'ai dit ou j'ai fait, malgré moi, ou sans m'en rendre compte, ou en m'en rendant compte, qui pourrait être changé, que je pourrais faire un choix différent une autre fois. Que là, je n'ai pas fait parce que c'est un programme, une programmation ancienne, j'ai une réaction, j'ai réagi à l'autre, je me suis fait manipuler, enfin, peu importe les raisons. Et cette première prise de conscience nous ramène à se responsabiliser soi-même. Une fois qu'on est plus responsable, on arrête de mettre le blâme sur les autres. Parce que dans toutes sortes de situations de vie, c'est tellement facile, et ça je sais que tu l'as entendu tellement souvent, même vous l'avez entendu souvent, c'est pas de ma faute. Non, c'est sûr. Écoute, tu n'es peut-être pas entièrement responsable, mais dans une relation, il y a le mot relation. C'est-à-dire qu'il y a 2 individus ou plus qui génèrent la relation. Donc, les individus sont responsables chacun de leurs choses, mais la relation, la responsabilité est partagée. Donc, si on me dit « ça ne marche pas dans ma relation », OK, quelle est ta partie?
de responsabilité. Tu sais. Il y a l'autre, ça c'est sûr, mais quelle est ta partie? Donc, qu'est-ce que toi, tu peux changer pour une prochaine fois? Prise de conscience. C'est qu'est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, et qu'est-ce qui fait que j'ai réagi de telle et telle manière. Et des fois, on a des surprises avec les réponses qu'on a. Tu sais, j'ai réagi parce que la dernière fois, il n'a pas été gentil avec moi, puis je voulais lui faire payer le prix. C'était une forme de vengeance, j'ai juste plus envie, peu importe les raisons. Puis c'est pas de se taper dessus, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être choqué, on a le droit de pas être bien, on a le droit de dire qu'on veut plus, on a le droit de dire tout ça. Et ça fait partie de la beauté de la vie de le dire et d'en prendre conscience. J'aimerais faire une parenthèse là-dessus, c'est que ce que tu dis là, juste pour dire aux gens que des fois, ça peut, de ne pas se décourager parce que ça peut être long. Oui. Si je prends mon expérience à moi, ça m'a pris au moins une douzaine d'années avant de comprendre pourquoi je broyais à tous les soirs, puis je broyais de cœur, tu sais. Puis ma femme, à ce moment-là, elle me disait, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça part tout seul. Puis ça m'a pris longtemps avant de comprendre ce qui se passait. Fait que ça peut être un processus à un moment donné. Oui, mais un processus la question de base, elle est là, comme tu dis, là, de vraiment s'encourager là-dedans, de ne pas se taper sa tête, ça va venir. C'est sûr que c'est un processus évolutif, c'est un processus d'une vie. Donc, des fois, on a des petites bribes, on a des petites informations, pas tout, mais des petits bouts, juste assez pour pouvoir, un peu comme un puzzle, tu sais, un casse-tête, là. Un petit carré là, un petit carré là, mais à un moment donné, on aura le tout. Puis des fois, la vie emmène tout en même temps. Même des fois, c'est trop parce que ça fait comme des grosses claques parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre en même temps. Donc, des fois, c'est peut-être mieux que ça prenne des années, tu sais. Comme ça, c'est plus digeste. On y va une petite affaire, une petite dose à la fois, puis ça nous donne le temps d'intégrer. Et en plus, c'est chacun son rythme. Oui. Mais au démarrage, si on ne se pose jamais de questions, on n'a pas de réponse. Parce qu'on reste dans le... environ. Je pense toujours à Lewis Carroll, celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Et dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment donné, Alice pose une question au chat et elle dit quelle direction je dois prendre. Et là, il lui répond, si tu ne sais pas où tu vas, ça n'a pas d'importance où tu veux aller. Donc, on a besoin d'une intention. On a besoin d'une intention. Pas nécessairement une décision claire, nette et précise, du style je veux arrêter de dire non. Si vous le savez, c'est bien, tant mieux. Mais l'intention peut être je veux être mieux. L'intention peut être j'ai plus envie de vivre ça. L'intention peut être je viens de comprendre que ça me convient plus. L'intention peut être j'ai envie de communiquer mieux avec mon fils. Donc ça peut être des intentions, ce qu'on appelle aller vers, donc de solutionnement, ou des intentions de ce qu'on ne veut plus. Je veux plus fumer, je veux plus manger ces choses-là, je veux plus... Et les deux sont des bonnes intentions et des bonnes motivations. Une n'est pas mieux que l'autre. Mais au moins de commencer à nommer notre intention et ensuite, pas nécessairement de tout savoir les étapes sur le comment on va y arriver, parce que des fois on ne le sait pas tout de suite, mais de demander à l'univers qui est là, qui est merveilleusement généreux, de mettre sur notre chemin, au fur et à mesure, des éléments, des pistes, pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Mais l'idée, c'est de ne pas être que dans l'attente. J'ai rien contre attendre que l'univers est là, mais l'univers veut aussi qu'on soit proactif. Donc, c'est OK, je lance l'intention, c'est ça que je veux, parfait, mais concrètement parlant, demain matin, moi, je veux faire quoi? Et on n'a pas besoin de faire des grandes choses. C'est là que je reviens à l'histoire du 5%. Ça peut être une petite chose, mais une petite chose qui est une preuve que je veux aller dans cette direction-là et que je fais peut-être un effort, ça peut être ça, ou pas nécessairement, mais que moi, je dis, ici, aujourd'hui, je m'engage à. C'est plus l'engagement qui compte pour prendre la direction. Et après, l'univers peut nous emmener, faire découvrir la bonne personne. On met sur notre chemin un consultant ou un thérapeute ou quelqu'un qui nous aide, ou un ami, ou un enseignant, un prof à l'école, un ami de classe qui va nous dire quelque chose, puis waouh, un livre qu'on va lire, et mon Dieu, on a la réponse, une émission de télévision, et c'est fantastique. Et ça peut être aussi simple qu'on est émerveillé devant une fleur, devant un arbre, et tout d'un coup on a une réponse, parce qu'on est ouvert, et puis c'est le bon moment. Et il y a eu un départ, il y a eu une question. C'est ça. Oui. Et j'ai reçu ça l'autre jour,
à mes nuits comme ça, la réponse est toujours avant la question. Oui. Fait que quand on prend une décision ou une intention, tu n'as même pas besoin de poser la question, regarde, comme tu dis, Oui. elle est bonne. Oui, c'est ça. Elle va s'occuper de te l'envoyer. Oui, c'est ça. C'est ça qui est fascinant, hein, c'est que avant même de bouger, comme là je bouge ma main, avant même de bouger ma main, mon cerveau, quelques fractions de secondes avant, savait que le mouvement était en train de se faire. Donc, j'ai déjà la question dans ma tête avant de la poser. C'est vraiment ça. Elle est déjà là. C'est pas qu'elle n'est pas là, mais elle est là avant même que je vais la poser. C'est absolument extraordinaire de dire qu'à l'intérieur de nous, on a des réponses, même des fois sans le savoir. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié, que j'apprécie toujours beaucoup de l'hypnose. C'est que l'hypnose nous permet d'aller chercher des réponses qu'on a à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas nécessairement qu'on a, parce qu'elles ne se sont pas manifestées toujours consciemment. Mais elles sont là. C'est comme aller vérifier justement avant de dire, tu sais, cette force à l'intérieur qui a déjà toutes ces solutions. As-tu des anecdotes au niveau de... Parce que tu fais des consultations? Oui, je fais des consultations privées. J'en fais beaucoup moins qu'avant parce que j'anime énormément, mais je fais encore de la consultation privée et ça me tient dans le terrain, tu sais, donc ça c'est merveilleux. Mais il y en a plein de ça. C'est de comprendre en fait que, prenons un exemple d'un changement d'un comportement, quelque chose de simple. Bon, simple, pas toujours aussi simple que ça, mais arrêter de fumer. Ça c'est un classique, les gens aiment beaucoup pour ça. En fait, notre être intérieur, il a déjà trouvé des solutions, même notre mental. Le conscient, il va dire, OK, si je veux arrêter de fumer, je vais prendre des patchs. Parfait. Je vais commencer par diminuer. Je vais changer de type de cigarette, je vais en prendre des moins fortes. Tu sais, je vais prendre une cigarette électronique. Déjà, l'être humain, il a déjà des solutions, naturellement. Et il va les tester, les solutions. Si quelqu'un veut vraiment arrêter, ils vont le tester. Maintenant, des fois, on dit qu'on veut faire quelque chose, puis on ne veut pas vraiment. Du style, je viens pas pour moi, c'est ma femme qui veut que j'arrête de fumer. Mais moi, j'aime ça. Bon, mais si t'aimes ça, t'es pas à ta place. Continue à aimer ça. Donc, l'idée de ce changement-là, c'est que la volonté est importante, mais il n'y a pas que la volonté. Mais la volonté, si au départ, on n'a pas la motivation pour soi-même, on n'est pas au bon endroit. Tu sais. Et après ça, l'inconscient, lui, il a peut-être d'autres pistes. En d'autres mots, consciemment, je peux me dire, je vais prendre des patchs, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais on va aller vérifier quelle est l'intention, ce qu'on appelle l'intention en arrière du comportement. J'explique. Qu'est-ce qui fait que je fume? Exemple, je fume parce que ça me permet d'avoir une pause. Je fume parce qu'au travail, ça me permet de socialiser, d'aller parler avec des gens, puis de ne pas être toujours en train de travailler. Je fume parce que ça me donne un plaisir. Parce que c'est un moment juste pour moi, où je m'isole, puis je suis tranquille, parce qu'il n'y a personne d'autre qui fume dans la maison. Enfin, peu importe. Donc, dans un premier temps, on va aller vérifier c'est quoi l'avantage de fumer pour la personne. Et après, on va demander à l'inconscient de trouver des solutions, et on appelle ça, exemple, du recadrage en 6 étapes, ce sont des techniques. On va demander à l'inconscient de trouver des solutions, pas pour arrêter de fumer, mais pour combler l'intention qui est en arrière du fait de fumer. Donc, si je fume pour prendre une pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des grandes chances que je ne m'autorise pas à prendre des pauses, que j'ai de la difficulté à dire j'arrête. Donc, notre inconscient, il va aller trouver des solutions qu'il a déjà dans nous pour nous aider à être capable de le faire. Donc, c'est bien d'avoir les solutions conscientes, volontaires, ce à quoi je peux penser pour arrêter de fumer, mais c'est très très bien aussi d'aller dans cet état hypnotique, d'aller en transe à l'intérieur de soi pour que notre être intérieur, qui a lui aussi d'autres solutions, dise « Ben oui, mais dans le fond, regarde, c'est pas fumer qui compte. Tu fumes, c'est accessoire. Tu fumes dans le but d'avoir du temps pour toi. Tu as juste à t'organiser à avoir du temps pour toi, puis je vais t'aider à le faire. » Mais c'est-tu une personne qui peut faire ça seule ou? Alors, c'est plus difficile à moins que les gens font une formation d'auto-hypnose. Donc, nous, on offre des formations d'auto-hypnose et des formations d'hypnose pour les gens qui veulent aussi accompagner ou être accompagnés par d'autres personnes. C'est mieux d'être avec quelqu'un ou de faire au moins une formation d'auto-hypnose. Parce qu'une fois que tu sais comment le faire, tu peux te le faire. Mais si tu ne sais pas comment faire, tu vas être embêté parce que c'est un état de transe. Donc, aller voir quelqu'un ou faire une formation d'auto-hypnose, je dirais que c'est comme la base, tu sais. Okay. Puis ce qui est extraordinaire de cet état-là, c'est être en contact avec soi-même. Et en plus, c'est naturel. L'hypnose, c'est naturel. On conduit, puis à un moment donné, on pense à autre chose, on est dans cet état-là. C'est juste de savoir comment le reproduire avec sécurité.
pour qu'on est bien, pour pas qu'il arrive quoi que ce soit pendant qu'on est en train de vivre cette expérience. Et puis d'accueillir le fait que notre être intérieur, il a d'autres solutions auxquelles nous, on n'a peut-être pas pensé, imaginer, mais qui sont très bonnes pour nous aussi. Et ça peut être un mélange, genre je veux arrêter de fumer, parfait, c'est les patchs, et en même temps, cette capacité de prendre une pause que l'inconscient va mettre en place. De s'apporter qu'on a besoin, de trouver. C'est ça. C'est ça, s'apporter ce qu'on a besoin. Mais la plupart du temps, c'est qu'on ne sait pas que c'est ça qu'on a besoin. Alors que si on va vérifier à l'intérieur, on a des fois des belles surprises. Les relations, c'est bon pour ça. Oui. Parce qu'on se voit à travers les autres. Oui. Oui, alors c'est aussi pour ça que c'est difficile, mais c'est la beauté de la chose, c'est l'effet miroir. Si on est présent, on sait, souvent les gens me disent ça, mais pourquoi? C'est parce que à travers toi, je sais où je suis rendu. Oui, c'est ça. C'est un barème, c'est une base. Ah, ok, ça souvent, ok, c'est beau. C'est comme si tu joues au hockey, tu fais 50 buts, l'autre en fait 30, ben tu vois. Si tu fais 50 buts et tu es tout seul, tu peux pas savoir. C'est comme un Joe Jean, si on était tout bleu, on ne saurait même pas qu'on est bleu. C'est sûr. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir la perception que les gens ont de nous. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue parce que c'est une perception, mais en même temps, les gens proches de nous qui nous aiment vraiment et qui nous veulent notre bien, donc qui ont une bienveillance vis-à-vis de nous, vont souvent nous dire nos forces, mais vont aussi être capables de dire nos défauts. Et c'est dans ces défauts-là qu'on peut se dire, toujours dans notre développement spirituel, parce que c'est notre propos, d'aller plus vers une plus grande conscience, une amélioration de qui on est, dire, ok, je suis peut-être venue sur Terre pour améliorer ça, donc qu'est-ce que je m'engage à faire, de quelle manière et avec qui ou pas, quelle formation je vais faire, ou quel livre je vais faire, ou prendre, ou lire, ou... En d'autres mots, mon plan. Moi, je reviens toujours au plan. Parce que des fois, j'entends les gens avec le temps dire « Ouais, mais je ne l'ai pas fait dans ma vie, puis je regrette. » Pourquoi avoir des regrets? Pourquoi pas commencer aujourd'hui? C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Mais c'est justement en commençant par des petites choses. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être la plus grosse chose de notre vie. C'est juste de commencer avec cette joie et ce bonheur de dire « Je commence petit, mais je commence. » Et j'y vais. Et j'y vais. Et je me lance. Et je me lance. Isabelle, j'aimerais que, pour des gens qui écoutent, tu parlais tout à l'heure que tu étais médium, oui. Quand tu étais jeune, comment ça se passait? Alors, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens reçoivent des choses de même, mais ils ne savent pas quoi en faire. C'est ça. Oui. Alors, surtout quand on est dans ce développement, une évolution de conscience, on peut recevoir des informations de toutes sortes de personnes. Donc, par exemple, j'ai un ami physique, un copain, je lui parle, et puis il me dit des choses, puis il me dit « Ah, la prochaine fois que tu verras Josée, notre amie commune, dis-lui donc bonjour de ma part. » Donc moi, la prochaine fois que je vois Josée, exemple, j'ai un souper avec elle la semaine prochaine, je dis « Ah, en passant Josée, Marc te fait dire bonjour. » Donc la canalisation, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que des êtres, entités, incarnés, désincarnés surtout, des guides ou pas, viennent en passant des messages et en nous demandant si on accepte, si on veut passer les messages pour eux. Donc c'est comme agir un peu comme un postier. Et comment tu reçois ça? Oui, alors moi j'ai différentes façons de recevoir et chaque personne a sa propre façon de faire. Okay. Donc, moi, je reçois à travers les différents modes sensoriels. Donc, on parle du visuel, olfactif, gustatif, la cog. Donc, moi, je reçois beaucoup lorsque je parle de canalisation médiumnité, parce que je fais aussi de la voyance et tout ça. Mais en médiumnité, c'est plus mon sens auditif. Donc, je vais voir les entités, les guides. Je suis capable, par exemple, de dire à quelqu'un, il porte telle chose, ou telle couleur, ou tu as vécu avec, dans tel moment donné, parce que je reçois de l'information. Et ensuite, c'est comme s'ils vont me dire quelque chose, et moi, je fais de la traduction. J'ai déjà fait de la traduction simultanée. Tu sais, comme par exemple, quelqu'un qui parle en anglais, puis je le traduis en français. Et pour moi, c'est exactement la même chose. On se met dans le cerveau de l'autre, et on anticipe, un peu comme ton histoire de avant de dire, on le sait déjà. On entend le langage de l'autre et on le dit dans la langue que la personne est capable de le comprendre. Donc, c'est ce que je fais en fait en médiumnité, c'est je reçois l'information, mais je veux le filtrer dans un premier temps, c'est-à-dire que j'ai appris avec les années à ne pas prendre n'importe quoi
Et puis, c'est pas Joe Blow au café là-bas qui va me dire ah, toi là, prochaine fois que tu verras un tel, dis-lui ça. Non, je suis désolée, je ne suis pas le porte-parole de tout le monde. Et puis, si ça me convient et ça me plaît, j'irai le dire. Et si c'est approprié, et si la personne a envie de le recevoir. Donc, l'idée de canaliser, c'est de recevoir des informations, mais pas n'importe lesquelles, pas n'importe quand, pas de n'importe quelle manière, si ces informations sont aidantes, bonnes et pertinentes. Donc, moi, je me suis mis des filtres de protection, des cadres, pour être sûr que ça passe à travers moi, donc que ce soit bénéfique pour moi. Parce que si ce n'est pas bénéfique pour moi, en premier. Parce que si moi je suis mal de recevoir l'information, si je suis carrément malade, parce que je me souviens d'une fois il y a longtemps de ça, et c'est tout ça qui m'a permis de réfléchir à comment faire. À un moment donné, j'étais en train de canaliser pour quelqu'un, puis l'énergie était tellement négative que j'en ai eu pour une semaine. J'étais malade pendant une semaine. Et là, j'ai dit, j'ai plus du tout envie de ça dans ma vie. C'est comme clair. Mais on apprend par l'expérience, tu sais. Donc, quand je reçois de l'information, et j'en reçois encore aujourd'hui, parce que je fais encore de la canalisation aujourd'hui, donc je vais voir une entité, ou je vais entendre, ou des fois ça va être des odeurs en particulier. Et après ça, je vais poser des questions à la personne qui est là. Est-ce qu'elle veut recevoir l'information? Parce que c'est pas parce qu'un ancêtre, par exemple, dit je veux te parler, que toi, tu as envie de l'entendre. Des fois, les gens n'ont juste pas envie, puis c'est tout à fait compréhensible. C'est comme dans la famille. Moi, même chose, oui. As-tu envie qu'un tel te parle? Non, je n'ai pas envie de lui parler, je le rappellerai. Par contre, ce qui arrive avec les entités, c'est que comme il n'y a pas autant de médiums ou de canaux disponibles sur Terre, quand ils rencontrent quelqu'un qui canalise, ils ont tous envie d'y aller. On peut-tu appeler chez toi, puis toi, tu appelles tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important en médiumnité de dire quand est-ce que j'ouvre la porte, puis quand est-ce que je ferme la porte. Quand est-ce que je reçois des invités, puis quand est-ce que je reste toute seule chez nous. Et d'avoir un équilibre. Parce que trop d'invités, c'est pas mieux non plus. À un moment donné, on s'épuise. Donc, on a besoin de trouver la zone de confort. Et moi, cette zone de confort, je l'ai appris par moi-même en disant, je ne peux pas en faire plus que tant par jour, par exemple. C'est une question de gestion d'énergie, tu sais. Ou je ne peux pas en faire tant plus de jours consécutifs pour être capable de mieux gérer mon énergie, pour récupérer aussi. Et puis après, quel genre d'entité? Ensuite, ce qui est magnifique en canalisation, en tout cas pour moi, je parle pour moi très personnellement, c'est que je canalise aussi des animaux. Ah ouais? Ouais, donc par exemple, je me souviens à un moment donné, j'étais quelque part, puis il y avait un cheval qui était malade. Donc là, c'est pas quelqu'un de désincarné, c'est un cheval qui est vivant, mais c'est cette capacité d'aller chercher qu'est-ce que le cheval voulait dire. Il veut dire quoi à son maître, c'est quoi le problème de santé qu'il a. Donc c'est parler aux animaux, mais on peut le faire en canalisation. Encore une fois, un animal décédé, on ferait la même chose. Je me souviens d'une cliente qui était très en peine parce qu'elle avait perdu son animal domestique. C'est comme nos enfants, hein, on s'attache. Et puis l'animal est venu lui parler pour lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé, où il était parti, et puis ça lui a permis d'être en paix. Donc très souvent, les gens vont consulter des médiums parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer ou d'entendre l'autre, très souvent dans des cas de décès, tu sais, pour pouvoir fermer la boucle, pour vivre un peu plus en paix, pour mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Mais au-delà de ça, la médiumnité n'est pas que pour les personnes décédées, c'est pour canaliser des guides, des entités spirituelles, de l'aide. Admettons que, je sais pas, j'aurais un client ici qui dit, moi je voudrais apprendre telle chose. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut inviter un guide quelque part, quelqu'un qui a cette compétence-là, qui a cette capacité? Et puis est-ce que tu peux l'aider? Tu sais, c'est comme un guide, un mentor, on appelle ça du compagnonnage à l'époque, d'être vivant. Je vais te montrer comment faire. Donc les guides peuvent nous montrer aussi comment faire sur Terre, mais il faut que ça passe à travers un médium, parce que très souvent les gens, malheureusement, n'ont pas développé eux-mêmes cette capacité. C'est pas que c'est pas possible de le développer, ça se développe. D'ailleurs, j'ai créé une formation pour Ravision, il y a déjà plus de 30 ans, qui sert justement à développer ses facultés psychiques. C'est à ça que ça sert, à être plus en contact avec soi. Pas uniquement à la médiumnité, parce que pour moi, la médiumnité, c'est un aspect. Mais plutôt être plus clairvoyant, clairaudient, avoir plus de clairsensation, être plus intuitif, être plus en connexion. Pour moi, ce qui compte, c'est pas uniquement développer nos facultés psychiques, même si c'est très bien, mais c'est d'avancer dans cette vision de cheminement spirituel
d'être encore plus en lien avec notre mission et d'être encore plus, je reviens exactement à ce que je disais au tout début de l'entrevue, à être plus cohérent, plus en lien avec soi. Donc, on a du potentiel, et puis ce potentiel, il peut se développer et il peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Si je suis plus intuitive, je vais prendre des meilleurs choix. Si je suis plus intuitive, je vais peut-être dire à mon garçon des choses d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Oui. Parce que lui, il ne dira peut-être pas ça, mais je ressentirais qu'il y a autre chose. Donc, être en contact avec notre instinct, notre intuition, nos capacités prédominantes, qui peut aussi être la médiumnité, a un impact pour moi beaucoup plus important que juste dire je fais une session pour un client pour lui donner une information. Ça, c'est essentiel. Mais moi, ma mission, elle est située beaucoup plus à un niveau d'enseignement, de partage, pour que les gens, en général, développent eux-mêmes ces capacités, ces compétences, pour ensuite l'enseignent, le montent à d'autres. Je veux dire, tu sais, ça fait plus de 30 ans que je voyage beaucoup dans différents pays, je forme des gens un peu partout, et ça a toujours pour moi été la même intention, créer des petits centres et des réseaux, des lumières qui s'allument un peu partout, pour que chaque personne puisse avoir la chance de développer, et créer cette masse critique. Donc, un réseau ou un groupe, puis il s'amplifie, puis ça a un impact sur les autres. Et puis, grâce à ça, cette lumière-là, ben, d'autres personnes vont voir plus clair. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup de place sur Terre pour ça, et chacun d'entre nous, on contribue, on fait une différence. En restant à la maison, vous faites une différence. En étant plus dans l'amour et la compassion, vous faites une différence. Si vous êtes mieux, les gens autour de vous vont être mieux. Absolument. Et aujourd'hui, on parle beaucoup en neurosciences des neurones miroirs. C'est-à-dire, si je vis quelque chose, l'autre personne peut le vivre, et vice-versa. Donc, plus vous travaillez sur vous, plus vous vous édifiez, ben, plus vous donnez la chance aux gens autour de vous de vivre aussi. Like, my God, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Là. Moi, j'y vais parce que j'enseigne, parce que je forme des groupes. Mais pour notre développement personnel, on n'a pas besoin de faire ça. Juste être là où vous êtes aujourd'hui, à vous développer, ben, automatiquement, vous enrichissez le monde autour de vous. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. La formation que tu parlais tout à l'heure, tu la donnes-tu encore? Oui, alors Aura Vision, je la donne encore, absolument. Donc, je la donne même plusieurs fois par année. J'ai aussi formé des médiums et des voyants et tout à donner cette formation-là. Donc, elle se donne dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Okay. Et les gens peuvent me contacter s'ils veulent avoir plus d'informations. Okay. Ou aller voir sur notre site web là, qui est lapnl.ca. Voilà. OK. En terminant, oui, de toute façon, je vais marquer les informations. Oui. En terminant, si tu avais un message pour les gens en général, ça serait quoi? Alors, je dirais que c'est facile de se taper dessus et c'est très facile de voir toutes les choses qui ne marchent pas chez nous. Et les autres sont très très bons pour nous les rappeler. Ce qui est beaucoup moins facile, c'est de garder le sourire à travers la tempête et de se souvenir que le beau temps va revenir. Donc, de focaliser sur la lumière, sur le soleil, sur les belles choses, et quand ça va vraiment pas, de savoir qu'un jour la tempête va arrêter. Isabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Bel entretien. Merci beaucoup.